cette émission, je reçois des gens que je respecte, que j'estime, non pas à titre personnel, mais pour construire un pont, pour ouvrir une nouvelle porte, découvrir ou tout simplement redécouvrir l'artiste, l'écrivain, le peintre, le réalisateur. Et aujourd'hui, je vais commencer par vous décrire une photographie. Une photographie, un profil d'une artiste qu'on reconnaît. Et dans ce profil, alors qu'on ne voit pas son visage, c'est une autre photographie où l'on voit une jeune femme, très jeune, peut-être 18-19 ans, qui tient la main d'un artiste en vogue, beau parce que insouciant, avec un manteau noir. Elle porte une fourrure, une fausse fourrure, peu importe. Ils sont sur un chemin et de chaque côté, je peux vous dire qu'on voit le mystère et la brume d'un matin peut-être. C'est Jane Birkin et Serge Gainsbourg. C'est la pochette d'un disque qui s'appelle Le Symphonique. Jane Birkin, elle a été prise où cette photographie? C'était sur un film que nous avons fait qui s'appelait Cannabis. Et je crois que Serge venait de faire la scène de la fin où il s'écroule mort, tué. Je crois que Tous les c'était deux. à la sortie de Paris, quelque part, où il y a des rochers, où on utilise toujours pour que les gens s'écroulent de balles et tombent près des rochers. Et après, pour rigoler, on est parti en courant, main dans la main. Et je pense que ça vient de là, cette photo. C'est une scène de vie, c'est une scène intemporelle. Qui voyez-vous? Que voyez-vous dans la jeune Jane et le jeune Serge qui se tiennent par la main? On voit quoi? Moi, je vois surtout lui parce qu'il est ravissant sur cette photo, parce qu'il est très élégant aussi, parce que comme il court avec sa main dans sa poche et puis avec ce joli visage, mais vraiment éclatant et, comme tu dis, insouciant, vraiment. Il y a quelque chose d'une telle légèreté et il m'entraîne. Il m'entraîne comme il m'a entraîné dans la vie d'ailleurs, d'être tout d'un coup pas une personne triste, de me sortir de ma vie qui n'avait pas été très, très gaie jusqu'à là. Et avec lui, tout a été, oui, légère, jolie. Voilà, il m'entraîne sur ce chemin, un autre chemin, qui n'était pas du tout le chemin prévu. Ce qui montre que parfois, quand on est en panne, c'est mieux des échappoirs parce qu'on prend de notre petite route à laquelle on n'aurait jamais pensé. Et c'était le bon. Il faut parfois bifurquer, se perdre pour se trouver. La chanson de Prévert, magnifique, extraite de l'album Le Symphonique qui sort demain. C'est votre dernier né, hein, c'est un petit bijou celui-là, Jane Birkin. Oui. Oui, parce que j'ai eu la chance d'avoir ce japonais qui s'appelle Nobuyuki Nakajima, qui a fait toutes les orchestrations. Donc, c'est un peu comme tu disais, un peu comme des musiques de film, parce qu'il a su créer du mystère autour des chansons qu'on connaît par cœur. Donc, on se demande entre chaque chanson vers où il va, parce que c'est assez curieux, c'est vraiment tout à fait délicat ce qu'il a fait. Et puis tout d'un coup, tu te rends compte que c'est le chanteur Prévert, ou comme un vieux pote, on dit oui, alors c'est ça. Et tu vois les gens qui regardent, ils disent pratiquement ça. Tu le vois comme si, oui, où ils étaient à cette époque-là, avec qui ils tenaient la main déjà. C'est toute une histoire. Il a su faire ça, Nobu. C'est vraiment, je lui dois beaucoup. Avec beaucoup d'élégance. Il y a de l'élégance, de la classe et en même temps une émotion. J'ai écouté l'album et j'ai été pris tout de suite dans cette émotion. Comment justement, on chante sa vie, parce que c'est votre vie dont il s'agit ici, Jane Birkin, accompagnée d'un orchestre symphonique, comment on n'est pas mangé par cette émotion, comment on n'est pas submergé par cette émotion? Il faut faire gaffe, en effet, parce que comme les chansons de Serge sont très particulières et très compliquées à chanter, pas tellement parce que ça demande d'être une virtuose du chant, la preuve que non, mais les mots quand même, il faut les entendre et il faut pas se tromper. Si jamais on a une sorte de autosatisfaction de note ou quelque chose, hop, le bâton est immédiat. Donc il faut rester très très concentré sur les mots et puis où commencer, où arrêter, c'est parce que l'orchestre va pas vous attendre, il y a 65 personnes derrière vous. Donc eux ils tracent. Tu as intérêt d'être avec juste, eux. ouais. Donc pour les sentiments, je me laisse avoir vers la fin avec Christophe. On attend pour réentrer sur scène vers la fin du show. Et là, par contre, c'est très compliqué de ne pas être ému pour une chose Bibi, pour tout un tas de chansons dont il fait un medley, un obus. Et là, j'ai juste
à la fin, j'ai juste la javanaise à faire. Donc, voilà, c'est Passe fini. mieux, et puis la On peut, javanaise, voilà, on peut. le plus dur a été fait avant. Voilà, c'est Mais vous ça. savez, c'est quand même fascinant, Jane. Si on vous avait dit, lorsque vous étiez gamine et que vous êtes arrivée à Paris, vous avez rencontré Serge sans rien savoir, sans le connaître, si on vous avait dit que la petite Anglaise que vous étiez, qui parlait à peine français, allait se retrouver après toutes ces années en train de parler des mots de la langue française, avec un orchestre symphonique à Varsovie dirigé par un Japonais, vous auriez dit, qu'est-ce que c'est que ce fou? De quoi il me parle? Si quelqu'un vous avait glissé ça dans l'oreille. C'est vrai. Quelle vie, quand même. Quelle histoire. C'est vrai, quelle histoire. C'est vrai. Quand j'étais à Hong Kong en train de chanter les 2 nuits qu'on avait avec l'opéra symphonique là-bas, c'est vrai, je me suis dit que je voyais les Chinois regardant leur programme dans lequel il y avait des traductions de ces mots magnifiques. Et moi qui avais cette chance en fait, parce que c'est très inattendu, pas seulement d'avoir eu des chansons quand on vit avec quelqu'un, mais quand je ne vivais plus avec cette Oui. personne, qui continue de me utiliser comme interprète Ouais. pour ses sentiments peut-être féminins, peut-être blessés, enfin sûrement blessés, et qu'il m'a jamais jeté, qui fait que jusqu'à la fin, le dernier disque, à part une chanson qui était pour Philippe le Richomme, mais le dernier disque était Amour défunte. Donc il est resté fidèle, c'est un mot un peu bizarre, mais il m'a gardé. Il m'a gardé pour, voilà, le face Et B. vous l'avez gardé aussi. Moi Ça aussi. marche dans les deux sens. C'est vrai, c'est vrai. J'imagine que lorsque vous faites écouter cette musique et lorsque vous rencontrez des gens à Hong Kong ou ailleurs dans le monde entier qui viennent vous voir, qui ne connaissent rien de la France et qui se mettent à découvrir la culture française, que ça doit être étrange de se dire que moi, la petite Anglaise, après toutes ces années, je deviens ambassadrice de la culture française. Exactement, c'était l'ironie de l'affaire. J'ai dit surtout, ne le dis pas aux Français, ils risquent de rigoler, mais ils m'ont dit, les jeunes étudiants ont dit on apprend le français grâce à vous. C'était quand même un peu miraculeux. Ouais. Que vous a appris jusqu'à présent, justement, ce mélange de cultures? C'est quoi pas la morale de l'histoire, mais que finalement, qu'est-ce qui est plus fort au-delà des nationalités, au-delà des certitudes? Vous parliez tout à l'heure des nouveaux chemins, mais que finalement, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règle, et peut-être ça, j'étais très fort avec les musiques, qui fait que là, on peut repartir, en effet, avec son travail en symphonique, aussi des musiques classiques qu'il a utilisées pour les chansons, comme Initials BB ou le chanson avec Charlotte ou évidemment Jane B, etc. Mais c'est aussi ses mélodies à lui. Donc, avec les 65 musiciens ou je ne sais pas quoi qui le portent, c'est vrai que c'est pas très grave ce qu'on dit. Parce que peut-être on comprend le français, peut-être pas trop quand c'est Hong Kong ou je ne sais pas, Jakarta. C'est vrai que c'est vraiment assez étrange d'avoir tous ces personnes, tous ces visages qui sont de notre bout du monde. Oui. Mais après, ils découvrent le français. Et comme ça, je n'ai jamais fait un moins bon chanson pour qu'on comprenne. Les gens sont d'une sophistication extraordinaire parce que là, ils avaient des traductions et j'aimerais bien, si j'ai une chose que j'aimerais faire, c'est de le faire traduire en Angleterre, enfin en anglais, peut-être d'une manière qui est littérale et d'une autre qui est avec rime, parce que sa richesse était des rimes riches, Et de les couper des mots en deux, d'avoir des jeux de mots. Oui. Donc c'est assez difficile, mais en même temps, voilà, c'est une but pour moi, c'est qu'on le traduit. Mais peut-être le succès de ce concert-là, parce que c'est déjà un succès, comme était Arabesque d'ailleurs, c'est que ça dépasse les frontières. Ça dépasse tout parce qu'il y a le langage français qui est très sexy quand même. Donc ça porte parce que c'est si séduisant en fait, sans que les gens comprennent forcément. Et après ça, ils comprennent et ils ont la musique. Vous avez chanté au Pologne, au Portugal, en Chine. Oui. Donc finalement, ce qui compte, c'est l'émotion. L'émotion, Hein, c'est exactement ça. Est-ce que vous avez un rôle, je dirais, moral ou éthique vis-à-vis de l'œuvre de Serge Gainsbourg? Je me suis rendu compte quand j'ai chanté à la Réunion, l'orchestre n'a pas commencé tout de suite pour la répétition. Tout d'un coup, il y avait un blanc. Et alors, je ne savais pas ce qui se passait. En fait, ils étaient trop émus.
parce qu'il y avait beaucoup d'étudiants. C'était les dernières années d'études en musique. Et ils étaient avec des personnes plus âgées, mais eux, ils étaient très jeunes. Ils avaient 17 ans, 18 ans. Et, et on m'a expliqué que c'était pour eux un peu émouvant que ça soit moi, parce que j'étais la dernière personne, peut-être, dans cette... encore vivant et encore témoin de la vie avec Serge. Donc, c'était pas seulement les musiques de Serge, c'était pas seulement moi, mais c'est tout l'histoire. Et de ça, je me suis rendu compte un petit peu à Lyon, où on m'a fait une rétrospective dans la Cinémathèque, que finalement, je faisais partie des vies des autres. Alors, ça les a émus et du coup, ça m'a ému énormément. C'était très magnifique. Et puis, les 5000 personnes qui chantaient la javanaise dans la nuit, c'était vraiment très, très beau. Mais c'est peut-être parce que je peux faire du extra time pour avoir un petit bout de Serge encore. Extra time. Mm. Un peu de temps supplémentaire. Oui. Avec cette chanson qui, elle, fait partie de votre ADN, Lemon Incest. Oui. Que vous revisitez aussi. Mais vous avez choisi de la présenter telle qu'elle, l'original. On est en 84. C'est l'album Love on the Beat. C'était un scandale à l'époque, cette chanson, ou pas? Oui, bien sûr. Comment vous gériez tout ça, Il rigolait, Serge, avec ça, ou il traçait son chemin? Il faisait gaffe toujours avec Charlotte. Il faisait gaffe à Charlotte, à Bambou, à moi. Il était très prévoyant. Mais il ne pouvait pas résister au scandale. Il ne pouvait pas s'empêcher. Ça faisait partie de son DNA, alors, en effet. Et il m'avait dit qu'il allait faire ce disque avec Charlotte. Et j'étais malin pour une fois dans ma vie. Je trouvais que peut-être Charlotte avait envie d'être une actrice. Et Jacques Doyon et moi, avec qui j'étais, on allait faire le film La Pirate. On cherchait une jeune fille de, je ne sais pas, de 12, 13 ans. Et évidemment, Charlotte voulait le jouer. Je la voyais tourner autour. Alors, on avait un déjeuner avec Margot Capelier, qui était le casting pour notre film, mais aussi un film avec Catherine Deneuve qui s'appelait Paroles et musique. Et j'ai dit à Margot, vous cherchez un petit garçon, une petite fille, est-ce que ça peut être que quand cet enfant sourit, elle donne envie de pleurer? Elle a dit oui. J'ai dit, elle est à la maison. C'est Charlotte. Et j'ai laissé un mot sur la table de la cuisine à Charlotte en disant, si jamais tu veux faire un test pour le cinéma, c'est telle adresse, etc., à telle heure. Parce qu'il me semblait que si jamais elle faisait ce film, et si ça avait été comme Tiger Bay pour Hayley Mills, par exemple, qui était une grande copine, c'est pas mal parce que tu es admiré par tes pères, père dans tous les sens de terme, que tu es tout d'un coup dans cette embrassade qui peut être le cinéma, surtout avec Catherine Deneuve, elle était dans les bonnes mains, et admiré pour quelque chose. Parce que si on va être juste sur la couverture de Paris Match, parce que vous êtes l'enfant de moi et de Serge, il souffrira comme moi j'ai souffert, pas tellement, mais un petit peu pour être juste connu pour Blow Up ou Je t'aime moi non plus. Si vous avez les deux angles, c'est quand même pas mal, et c'est exactement comme ça que ça s'est produit. Et après ça, elle a fait le film de Miller, et elle était une entité en elle-même, qui fait qu'après, c'est juste un cadeau. Lemon Incest. Lemon Incest, Serge et Charlotte Gainsbourg, on est en 84. Et puis ensuite, on l'a vu partout. Ça a tourné, c'était l'époque des vidéoclips. Il tournait. Ça vous fait quoi, Jane, d'écouter votre fille avec une petite voix fluette comme ça, une petite ado? C'est chaud quand même. Oh, écoute, franchement, c'est d'une fraîcheur. Non, c'est délicieux. Il a raison quand il dit délicieux enfant, c'est exactement ça. Et quand il dit aussi qu'elle était un diamant, mais uncut. Pas fait, un brut, voilà, diamant brut. Exactement. Quoi. Et c'est juste. Hein. Ce qui est fantastique avec Charlotte en plus, quand elle est dans les films ou quand elle chante, mais aussi peut-être surtout quand elle est dans les films, c'est qu'il y a un mystère autour d'elle. On n'a jamais fait le tour. Elle emmène avec elle une émotion et un secret. Elle garde toujours un peu pour elle. Et c'est bien, parce qu'on n'est jamais fatigué d'elle. On veut toujours en savoir plus. Il y a une retenue, toujours. Il y a une retenue. L'artiste qui résiste, l'artiste qui renaît, même quand il n'est plus là, à l'image de votre album, Jane Birkin. Birkin Gainsbourg, le symphonique, c'est l'artiste qui a quelque chose à dire.
et qui a quelque chose à dire de façon très désintéressée par rapport au mode, par rapport à l'air du temps. Tu dis ce que tu as en toi et tu le dis avec conviction. Parfois ça passe et parfois ça ne passe pas. Et dans votre playlist, je trouve des chansons d'Alain Souchon. Et lui est dans cette même trempe d'artiste qui doit dire quelque chose dans la nuance, où la langue française est importante. C'est un ami à vous, j'imagine, après toutes C'est ces un ami années, à moi. Alain? C'est un ami à moi, mais c'est vrai il est un contestateur. euh, Est-ce qu'on peut être un contestateur douce, mais en fait terriblement impudent. Ouais. C'est très bien, hein, parce il est gonflé. Quand il a fait cette chanson sur Claudia Schiffer, etc., bah, ça nous parle, justement. Il est extraordinaire pour ça. Et quand récemment il a fait sur Dieu, ou la non-existence de Dieu, où suppose qu'il n'est pas là, tous les dieux, tous les différents dieux, c'était très éloquent, parce que j'ai remarqué ça encore plus quand il y a eu Charlie, parce qu'il a chanté, je crois, dans la maison de la radio, dans un concert spécialement conçu. Un hommage, oui. Oui, un hommage. Et c'était si juste que j'avais envie de l'applaudir et de le remercier, en fait. Si jamais ça peut éclairer les hystéries. Ouais, les hystéries et calmer les malentendus et les peurs des uns et des autres. Est-ce qu'on peut dire que Souchon, c'est un fantaisiste engagé? Oui, c'est exactement ça. Parce que le mot fantaisie est très juste pour lui. Parce que Un peintre. oui, quand il avait à un moment donné, entre ses chansons, il racontait des histoires. Et il pouvait, parce qu'il était sur des bêta-bloquants, qui fait que pour son terrible migraine, tout d'un coup, ça fait qu'il n'avait pas peur. Et c'était un régal, parce qu'il racontait comment il faisait des sacrifices, des taupes pour sa femme, qu'il laissait des taupes qui étaient déjà morts. Il laissait 3 ou 4 sur les marches, d'aller jusqu'au chez elle, comme un vieux chat. C'était tellement attendrissant et tellement inattendu, parce que personne n'a cette fantaisie qu'il a. Il est d'une originalité. Il aurait dû débarquer en Angleterre, ça les aurait sidérés. Que dit cette chanson, et s'il n'y a plus personne? Et si en plus il n'y a personne? C'est cette chanson qui vous parle? Oui, ça me parle, parce que il y a un nihilisme presque. Oui, et il y a pour les religions une sorte de surexcitation récente, comme s'il fallait que chacun retourne aux sources pour dire moi aussi j'ai ça, etc. Alors que on n'est pas sûr de rien. Enfin, personnellement, je ne suis pas seulement sûr de rien, mais pratiquement sûr de le rien. Donc, du rien. Donc c'est vrai que cette chanson est particulièrement opportune et juste, parce que c'est toute cette pagaille, c'est tous ces cris d'alarme et toute cette montée qu'on veut nous faire contre les autres. C'est quand même abominable en ce moment avec les élections. Donc c'est vrai, toute cette surexcitation de mettre la faute sur quelqu'un, de mettre la pression sur une autre religion, mais tu as envie aussi que des religions... voilà, c'est une chose privée. C'est une chose privée et qui soit tolérant, franchement. Vous avez connu une époque dans les années 60 où il y avait encore une insouciance par rapport à ça, par rapport au sexe, par rapport au plaisir. Vous n'avez pas justement eu l'épée de Damoclès de cette maladie, mais vous avez vu un changement vraiment significatif vite dans les années 80. Vous l'avez ressenti, le changement, où des amis commençaient à partir? La personne qui était le plus touchée était ma fille Kate, parce qu'elle aurait eu 50 ans maintenant. Et elle, c'était hécatombe autour d'elle. Et les gens qui se sont drogués aussi. Et évidemment, les homosexuels qui étaient autour d'elle, on m'avait prévenu. Ils ont dit à Kate de faire attention. Et je n'avais pas encore compris que ça touchait, en effet, tellement des personnes qui touchaient aux drogues. Et elle, quand elle a commencé son centre, à ses 20 ans jusqu'à ses 30 ans, eh bien, c'était un des consignes pour la sécurité, était justement des baignoires, de faire attention, absolument tout, de faire attention. Donc ça fait longtemps maintenant. Mais voilà, c'est encore là, et si elle avait été là,
elle le dirait elle-même. Alors, c'est une maman qui parle aujourd'hui, c'est une grande artiste, et c'est une femme qui parle avec son cœur. Et s'il y a des gamins qui nous écoutent, ne faites qu'une chose, mettez des préservatifs. N'ayez pas honte de le faire, et si vous n'en avez pas, demandez-en. Vous avez dit quand Serge Gainsbourg est parti, quand il s'est éteint, j'ai plus personne à épater maintenant. Oui, c'était un peu vrai, parce que la seule récompense que je pourrais lui donner de m'avoir donné des choses si parfaites, c'était de les faire au-dessus de bien, de l'épater quelque part. Donc le Bataclan était fait un peu pour ça, tout de même. Et quand je le voyais contente, émue, enfin, je savais que j'avais au moins pu faire ça. S'il avait cru en moi comme interprète, alors je voulais être à l'auteur. À la hauteur. L'auteur pour l'auteur. Oui, l'auteur ou la hauteur, on peut faire du jeu de mots, mais ce que j'entends entre les lignes depuis le début de cet entretien, Jane, c'est qu'au-delà de la passion qu'on peut avoir deux personnes entre elles, au-delà de l'amour, au-delà de la vie, des enfants qu'ils peuvent faire, les artistes vivent dans une autre réalité, et un autre équilibre. Et le charme, la séduction artistique, la vérité de la création artistique, elle est d'ores et déjà dans quelque chose d'intemporel, en dehors des choses de la vie. Et c'est ce que vous avez gardé avec Serge jusqu'au bout. Oui, c'était une manière de se garder. C'est vrai. Qu'est-ce que vous avez appris en tant que maman à vos enfants, en tant qu'artiste ? Vous les avez laissés découvrir eux-mêmes, comme tout à l'heure on a parlé de Charlotte qui a commencé à tourner, qui a compris que c'était un métier. Vous avez fait une référence à Kate. Et il y a évidemment Lou Doyon, qu'on reçoit souvent ici sur Europe 1. Lou Doyon, chanteuse, qui monte sur scène. Vous l'avez conseillée ou vous l'avez laissée déployer ses ailes toute seule, Jane Birkin ? J'étais surtout épatée parce que je ne savais pas. Dès que j'ai entendu ça, j'ai compris que si j'avais été productrice, c'était une évidence qu'il fallait la produire. C'était une évidence que c'était même un tube. Et j'ai contacté, bien sûr, Étienne Dao parce qu'il me semblait qu'il était peut-être le mieux de la mettre en lumière, en fait, qu'il saurait comment l'habiller, comment la faire briller. Et il a tout de suite compris aussi. Mais c'était ça qui était extraordinaire, c'est que de l'âge de 20 ans jusqu'à 30, elle a été parfois... Oui, mais parfois elle était très bien dans les films, mais les films n'étaient pas à son auteur. Parfois elle a fait des pièces de théâtre magnifiques, mais il n'y a pas grand nombre de personnes qui les a vues. Elle cherchait avec père, mère, sœur, omniprésente tout de même dans tout ce qu'elle touchait. Et puis tout d'un coup, à 30 ans, elle écrit des mots, mais qui sont d'une subtilité et d'une justesse, mais absolue, sur les musiques, parce qu'elle a appris à elle-même de jouer le piano, d'être un compositeur. Et personne d'entre nous le savait. Et à 30 ans, elle m'a dit que c'était... Quand elle était découverte, toi qui connais ça à chaque fois, que à la télé, elle a dit que c'était comme d'être née une deuxième fois. C'était merveilleux de voir à quel point, en plus, ça lui allait bien. Parce que j'ai une telle grande chance qu'elle vit à Paris, qu'elle est à mes côtés pour filer voir les expos. Parce que sa grande curiosité et son éducation qu'elle s'est faite à elle-même, pas à l'école, après l'école, c'est toujours un grand bénéfice et une grande ouverture d'esprit. Et c'est vraiment gai d'être à ses côtés. Donc, quand on est dans une queue où elle était en train d'attendre un bus, il y avait une dame qui est venue nous voir. Bon, moi, elle m'a dit que j'étais mignonne, mais à Lou, elle a dit « Et je vous admire tellement. Oh, c'était tellement bon à entendre. Qu'on vous admire tellement pour votre talent. » Elle a trouvé son chemin, elle est allée chercher ce qu'elle voulait dire elle-même. Oui. Votre maman était artiste. Ah oui, actrice, oui. C'est quand même exceptionnel de se dire que maintenant vous êtes grand-mère, maintenant que vous êtes pleine de vie, de souvenirs magnifiques et douloureux. Vous revenez en tant que femme apaisée pour chanter à Londres, là où votre maman chantait aussi. Oui, c'est vrai. Oh non, j'ai hâte parce que c'est assez cher d'avoir des philharmoniques, c'est vrai. Et les Anglais sont toujours fauchés pour les arts, c'est bien connu. Ils attendent les Français pour avoir les subventions. Avec le Brexit, c'est mal barré. Mais bon. C'est mal barré. Donc, ils ont trouvé assez de sous pour
pour que ça soit possible et que je puisse les emmener ces goodies-là, parce que c'est vraiment ça. C'est assez rigolo quand tu sais que tu vas donner quelque chose à laquelle les gens vont être plus contents qu'ils avaient imaginé. Ouais. Donc, après, c'est toujours si les gens ne vous remercient pas. Enfin, c'est vraiment... C'est tout à fait inespéré, cette affaire. Je vous souhaite plein de bonnes choses et plein de bonnes ondes pour la suite, Merci. Jane. Merci infiniment d'avoir été avec nous Merci ce à soir toi. sur Europe 1.